Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Une affaire de viol secoue la banlieue dakaroise. Une fillette de 8 ans accuse ses 2 camarades de l'avoir violée. La famille de la victime a déposé plainte. Dans ce journal, témoignage de la victime, du maître coranique et des présumés violeurs. Les autorités du ministère de l'élevage rassurent, il n'y a pas de viande d'âne sur les marchés. L'association des bouchers de Dakar, en conférence de presse, annonce la mise en place d'un comité de veille en partenariat avec les services de contrôle. Plus de 234 000 emplois créés entre 2012 et 2016 par l'État du Sénégal, mais le problème de l'emploi des jeunes reste entier. Après plusieurs années de formation, de nombreux jeunes sont toujours à la recherche d'un emploi, une situation que l'État s'engage à résoudre. Un conseil interministériel sur l'emploi s'est tenu ce jeudi en présence du Premier ministre. Les détails dans un instant. 400 cas de fistule obstétricale par an. L'infection est devenue une question de santé publique. En prélude à la journée mondiale dédiée à l'élimination de la maladie et célébrée le 23 mai prochain, le comité d'organisation plaide en faveur d'un personnel médical qualifié. Et puis, lutte contre l'excision et la non-scolarisation des filles, Baba Mal s'engage. Le leader du Dandé Légnol vient de lancer un nouveau single, Cri de cœur. C'est le titre de la chanson destinée à sensibiliser les populations afin de vaincre ces fléaux. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette affaire de viol qui défraie la chronique dans un populeux quartier de la banlieue dakaroise. L'affaire concerne 3 enfants qui fréquentent la même école coranique. Une fillette de 8 ans accuse ses 2 camarades de l'avoir violée. La famille de la victime a porté plainte contre les 2 garçons qui sont par ailleurs des frères. Dans ce journal, tout de suite, les témoignages de la victime, des violeurs présumés et de leur maître coranique. Ils s'expriment dans cette enquête signée Salif Sow et Asmalik Diop. Âgée de 8 ans, cette fille se dit victime d'un viol collectif. Je rentrais chez moi au moment où il m'a chippé ma blouse. Je l'ai suivi jusqu'à l'école coranique pour la récupérer. Il a fermé par la suite ma bouche avant de me pousser à l'intérieur. Il a demandé à son petit frère de me déshabiller. Ce dernier a obéi et à tour de rôle, ils ont commis leur forfait avant de me donner des coups de pied. Je suis resté sur place jusqu'à 15 h avant de retourner à l'école car j'avais mal. Ils m'ont menacé avec un couteau pour que je ne les dénonce pas. L'un des 2 violeurs présumés a parlé. Il est le plus âgé, il a 12 ans. Le mis en cause n'a pas nié les faits. Toutefois, la victime a été consentante selon lui. Elle a raison, c'est nous qui l'avons fait. Toutefois, nous n'avons pas fermé sa bouche et nous ne lui avons pas donné des coups de pied. Munie d'un certificat médical, la maman de la victime s'est rendue au poste de police le plus proche, raconte-t-elle. Notre interlocutrice dit avoir porté plainte contre les 2 frères. Elle a à peine 8 ans. Elle dispose d'un certificat médical. Le document est avec son père et nous avons porté plainte. Elle a du mal à marcher correctement. Pris de court, le maître coranique qui a sous sa responsabilité plus de 200 enfants dit prendre de nouvelles mesures. Le monsieur était absent au moment des faits. Il était parti en voyage à l'intérieur du pays ce jour-là, se dédouane-t-il. Nous allons prendre des mesures pour mieux veiller à leur sécurité. Les faits se sont déroulés à mon insu. Je ne saurais dire comment ça s'est passé. Les cas de viol sur mineurs sont devenus monnaie courante dans la banlieue dakaroise, constate-t-on tristement. Conseil interministériel sur l'emploi ce jeudi, une rencontre présidée par le patron du gouvernement. Entre 2012 et 2016, plus de 234 000 emplois ont été créés par l'État, une avancée notable, mais malgré cela, le Sénégal n'arrive toujours pas à résoudre l'équation emploi des jeunes, un manque de formation chez les demandeurs, mais aussi une faiblesse du capital humain en seraient les raisons. Aminata Mbaresso, Ibou Cissé. De 2012 à nos jours, le gouvernement du Sénégal a créé plus de 234 000 emplois, des offres qui ne prennent pas en compte le secteur sylvopastoral.
aux dernières statistiques sur l'emploi et le travail, nous avons créé 234 260 emplois hors secteur agricole, hors secteur rural et hors d'autres domaines de création d'emplois et d'activités entre 2012 et 2016. Cette évaluation des différentes stratégies de promotion de l'emploi des jeunes a permis également de déceler les goulots d'étranglement pour la création d'emplois. Le premier d'entre eux, c'est la faiblesse du capital humain dans notre pays, qui est liée à la structure de notre population, puisque les statistiques montrent que plus de 62% des jeunes ont entre 15 et 35 ans. Donc plus de la moitié de la population est jeune. Le taux de chômage est aujourd'hui à 13,4% et 46% des demandeurs d'emploi n'ont pas de formation et n'ont pas de diplôme. Des imperfections à corriger, l'adéquation entre formation et emploi, entre autres démarches. Dans cette logique, l'actuel régime a mis en place plus de 34 filières qui répondent aux besoins du moment. Et nous restons avec le porte-parole du gouvernement. L'État et le secteur privé n'absorbent que 10% en matière de création d'emplois, un taux très faible selon Seydou Gueye, qui assure que l'État est résolu plutôt à combler le gap. Nous l'écoutons toujours au micro d'Aminata Mbarisso. Puisque quand vous cumulez tous les emplois créés entre le secteur privé et l'État, en général, cela ne dépasse pas 5% de création nouvelle d'emplois, ce qui consiste à dire que l'essentiel, 95%, sont créés par d'autres secteurs et c'est ce qu'il faut corriger, puisque au regard des capacités, l'État et les secteurs privés absorbent pratiquement 10% des emplois qui sont créés. Et puis, si vous nous regardez ce soir, vous faites certainement partie de ces étudiants qui peinent à trouver du travail après 5 ou 6 années de formation, de hauts diplômés qui n'ont pas leur premier emploi. Maïmouna Ndiaye, notre reporter, tente de comprendre pourquoi. Élément de réponse dans son reportage. La réinsertion professionnelle, un problème pour beaucoup d'étudiants diplômés. Laurent Mendy raconte les difficultés traversées par son ami ingénieur qui chôme depuis 2 ans. Il a fait 3 ans de formation et actuellement il est sorti ingénieur en développement local, en aménagement du territoire et en gestion urbaine. Aujourd'hui, on se rend compte quand tu n'as pas un proche parent qui est un natif ou bien qui travaille dans un ministère ou bien dans un ONG, cela pose problème. L'entrepreneuriat individuel, une solution. Il faudra que les diplômés aussi soient formés pour qu'ils puissent développer leur propre entreprise individuelle pour pouvoir en quelque sorte avoir l'esprit de créativité leur permettant en quelque sorte de pouvoir décoller individuellement et beaucoup plus facilement. Ce problème ne se pose pas chez cet apprenant, toutefois il s'inquiète pour ses camarades. On aura toujours besoin de médecins, donc il n'y a pas une question d'inquiétude à ce niveau. Moi j'ai plus peur pour les étudiants de la fac de lettres. Parce que leurs formations, ils sont assez nombreux là-bas et je ne sais pas comment ils feront pour s'insérer. Surtout le département d'anglais, je ne sais pas quels débouchés ils auront après leur formation. En fait. Une étude réalisée entre 2015 et 2016 montre qu'au Sénégal, 41% des hauts diplômés sont des chômeurs. Fatigués d'attendre, certains font une reconversion professionnelle, d'autres mettent en place leur propre projet porteur. À la une de l'actualité politique, l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, un geste bien apprécié par Mody Guiro de la CNTS et El Hadj Momar Samb de la société civile. Tous les deux attendent tout de même du président de la République qu'il définisse les contours de ces concertations prévues le 28 mai prochain. Serigne Saliou Samb, politologue, s'est également exprimé sur le sujet. Il reste pessimiste quant à la tenue d'un dialogue et affirme que la démarche du chef de l'État n'est pas des meilleurs. Al-Sanba. Dialogue national, le président Sall lance un appel. Différents acteurs sont concernés. El Hadj Momar Samb et Mody Guiro approuvent. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui appelle, qui fait exigence pour tout gouvernant à considérer la concertation comme une valeur fondamentale. Je considère simplement que le dialogue doit être d'actualité et dans un pays démocratique, il doit y avoir un dialogue permanent entre l'opposition et le pouvoir. L'analyste politique Serigne Saliou Samb reste pessimiste quant au succès de cet appel. Il juge la démarche du chef de l'État regrettable. Sur l'appel en tant que tel, rien à dire. Mais il faut regretter quand même qu'une fois de plus,
que la démarche du président de la République soit unilatérale, hein, pour ne pas dire cavalière. Parce que on s'attendait quand même à ce qu'en amont, il contacte les différents protagonistes pour fixer la date et le contenu du dialogue. Des consultations inclusives sur des questions exclusivement d'intérêt national. Le président Macky Sall définit déjà les contours de ce dialogue. Il est bon de délimiter le champ du dialogue national. Montrer qu'il ne s'agit pas de négociations politiques, politiciennes. Quand vous construisez une nation, vous avez besoin de tous vos bras, hein, de tous les fils de ce pays. Nous avons des compétences, aussi bien dans le pouvoir que dans l'opposition, dans la société civile. Tout le monde peut contribuer à la réflexion sur des questions d'intérêt national. Il s'agit d'enjeux nationaux, mais aussi il s'agit de mener là une bataille d'opinion vis-à-vis des Sénégalais, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. Ne pas répondre à un dialogue convoqué par le chef de l'État, c'est s'exposer à la critique. El Hadj Momar Samb rappelle que le dialogue constitue une de nos valeurs. Comme ce syndicaliste, il reste ouvert. La rencontre est prévue le 28 mai prochain et sont concernés les acteurs politiques, la société civile, les syndicalistes, les chefs coutumiers, entre autres. Et nous restons avec ce sujet. L'ancien ministre de la Culture a salué le caractère inclusif du dialogue annoncé par le chef de l'État. Amadou Tidiane Wane déplore toutefois le niveau du débat politique qu'il juge très bas. Il faisait ainsi référence aux récentes attaques verbales dont Abdoul Mbaye a fait l'objet depuis qu'il a lancé son parti. Amadou Tidiane Wane est au micro de Chérif Dia et Mohamed Dia. Je pense que le glissement sémantique s'explique par l'urgence de parler à toutes les composantes de la nation, puisque, à mon sens, la classe politique sénégalaise a montré les limites de ses possibilités de communication interne. Et il faut, pour dégripper la machine, que d'autres secteurs de la nation participent à ce dialogue. Je pense qu'il faut en tout état de cause remarquer qu'il y a un glissement dangereux du langage politicien. Il y a un glissement dangereux de la prise de parole dans l'espace public. Il y a comme une surenchère verbale qui tente à dériver sur les sentiers de la médisance, de l'insulte, ou du rappel de faits dont souvent on n'avance pas les preuves sur un certain nombre de choses qui concernent la vie privée des gens. C'est une tendance qu'il faut juguler. Parce que dans un pays, à partir du moment où il n'y a plus de limites, à partir du moment où on peut s'autoriser n'importe quoi, un jour, on peut se retrouver soi-même au cœur d'une polémique non honorable. Et je vous l'annonçais en titre, trafic clandestin de viande prohibée. Le chef du service régional de l'élevage dément l'information selon laquelle de la viande d'âne serait en circulation dans les marchés sénégalais. Par ailleurs, l'association des bouchers de Dakar, elle, s'engage à mettre en place un comité de veille en partenariat avec les services de contrôle. Elle était en conférence de presse. Dissa Prera y a assisté, compte rendu. Il n'y a aucun kilogramme de viande d'âne dans les 28 marchés du département de Dakar. L'assertion est du chef du service régional de l'élevage qui se veut rassurant. On s'est posé des questions par rapport à la différence qui équivaut à peut-être 35 tonnes dont on ne sait pas quelle a été la destination de cette viande-là. Bon, c'est pourquoi on a évoqué le risque de circulation de la viande. Bon, pas seulement à Dakar, hein, mais dans tout le Sénégal. Mais ce qu'on peut assurer, c'est que cette viande n'est pas entrée dans les 28 marchés de Dakar, vu que les bouchers abattants d'État et Dakar sont très bien organisés. Il n'y a aucun kilogramme de viande d'âne dans les 28 marchés du département de Dakar. L'assertion est du chef du service régional de l'élevage qui se veut rassurant. Extrait. L'abattage des ânes n'est pas un phénomène nouveau, mais cela a pris des proportions inquiétantes pour barrer la route à l'abattage. Alors, vous venez de l'entendre, il n'y a pas de viande d'âne sur les marchés de la capitale. Et pour tous ceux qui seraient tentés d'en vendre, eh bien, le directeur de la SOGAS préconise la criminalisation du vol de bétail, de même que l'abattage clandestin pour freiner leurs ardeurs. Je vous propose d'écouter Tala Sylla. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop.
il y a des choses sur lesquelles moi je ne suis pas encore d'accord, mais je pense que le débat va continuer. On va nous consulter sur ce qui a été vu, ce qui a été dit, et nous aurons notre appréciation. Par exemple, un seul exemple, le décret dit Malika s'arrête sur la partie orientale à la limite orientale du périmètre de reboisement. Alors que ce périmètre de reboisement a un aspect physique. Il fallait aller à la fin du périmètre de reboisement. Est-ce que ce périmètre de reboisement n'est pas plus fiable que des données? Mais les OFR, ils sont dans leur secteur. Ils doivent pouvoir se déplacer dans le périmètre comme moi je me déplace dans ma chambre. Je connais les coins et les recoins. Donc on aurait pu nous conduire à la limite orientale du périmètre de reboisement et tout serait réglé. Une solution, elle n'est jamais, je veux dire, heureuse pour les deux parties, mais elle est juste. Et elle est juste pas parce que tout simplement l'un et l'autre nous avons décidé de faire ce que nous voulons, mais elle est juste parce que nous avons travaillé sur des repères que l'ANAT a exploités, des documents et des repères que les eaux et forêts aussi ont mis à notre disposition pour pouvoir donc éclairer nos lanternes. Nous avons accepté le verdict, c'est-à-dire la décision des services techniques en la matière. Donc nous nous contentons des limites qu'on nous a indiquées et à compter d'aujourd'hui, je pense qu'aucun acte ne sera délibéré dans la commune voisine, à savoir la commune de Malika. Nous l'avions évité dans le passé et je pense d'ailleurs que nous n'avons pas proliféré dans ce sens-là. Parlons à présent d'une affaire qui a largement occupé les devants de l'actualité politique ces derniers temps, le non-paiement des impôts par les députés, une information que récuse fermement le deuxième questeur de l'Assemblée nationale. Awagnan demande au ministre des Finances de sanctionner l'agent des impôts qui a osé vilipender l'Assemblée nationale auprès de l'opinion publique. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Un fonctionnaire qui est politique, qui a déjà un parti politique, qui attaque une institution qui est l'Assemblée nationale. Moi, ce que je veux, qu'on respecte les institutions du pays, qu'on respecte les députés, qu'on respecte l'Assemblée nationale. Comment un député qui est élu, qui est représenté par le peuple, peut penser ne pas payer des impôts? Ça, c'est archi faux. Et le montant, moi, ce que je demande au ministère des Finances, qu'il prend ces mesures, parce que nous sommes prêts en tant que caisseurs de donner tous les documents qui prouvent que les députés ne sont pas là pour ne pas payer les impôts. Le député doit donner un exemple. Et moi, on n'a rien à cacher. Chaque député a un bulletin de salaire. Et sur chaque bulletin de salaire, il y a des retenues. Et il n'y a pas un retenu de député qui dépasse 100 000 francs. On n'a rien à cacher. On paye les impôts. Et lui, il le sait. Moi, ce que je dis, que le ministre prend ses responsabilités envers ce fonctionnaire qui est en train de détruire l'Assemblée nationale. Dakar, capitale de l'énergie et du pétrole, nous abritons depuis ce jeudi matin le 14e sommet sur les enjeux majeurs du développement énergétique en Afrique. Une rencontre qui tombe à pic pour le Sénégal qui vient de découvrir, vous le savez, pétrole et gaz au large de ses côtes et qui pourrait ainsi permettre aux autorités de mieux mesurer l'impact des ressources pétrolières sur l'économie. Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy pour le compte rendu. Du pétrole et du gaz sont découverts au large des côtes sénégalaises. Des découvertes importantes, des contrats de recherche et de partage de production scellés. Tout ceci pour montrer l'importance de l'énergie pour le développement du pays. Nous avons connu récemment, dans les derniers mois, 3 découvertes importantes. Une première découverte qui concerne le pétrole, donc au large de Dakar. Nous avons connu ensuite 2 autres découvertes qui concernent des découvertes de gaz. Une première découverte au niveau de Saint-Louis et une autre découverte récente au niveau de Kayar. Donc ces découvertes ont été faites dans le cadre de 13 contrats qui avaient été signés, qu'on appelle des contrats de recherche et de partage de production avec différentes sociétés. Et c'est la politique qui a été menée pour l'exploration depuis plusieurs années qui a permis aujourd'hui d'aboutir à ces résultats concluants.
Ces puits de gaz et de pétrole peuvent avoir un impact positif comme négatif, même si les retombées sont bénéfiques aux populations. Il est certain que les productions de pétrole, voire les productions de gaz, peuvent être des sources de revenus intéressantes pour l'État. Je dis intéressantes, je ne dis pas forcément importantes. Il faut toujours se méfier. On l'a dit aussi ce matin, les grands pays producteurs de pétrole donc, vivent essentiellement des recettes pétrolières. Et lorsque le pétrole s'effondre, comme c'est le cas actuellement, ils ont beaucoup de difficultés. D'ailleurs, un salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique se passe à Dakar pour discuter des problèmes de l'énergie dans le continent. Parce qu'il est important, comme ça a été dit plusieurs fois à la tribune ce matin, de traiter de l'ensemble des problèmes de l'énergie. Quand on parlait par exemple d'électricité, on parlait de l'électricité qui est faite à partir de pétrole, de celle qui pourrait être faite plus tard à partir de gaz, de celle qui est faite à partir de l'hydraulique, le barrage de Manantali, de celle qui est faite à partir des énergies renouvelables. Donc c'est vraiment un ensemble, l'énergie. L'Afrique, un continent où le besoin en énergie est de plus en plus pressant, où le coût de production de l'électricité reste jusque-là élevé. Et nous ouvrons la page santé de ce journal avec ces chiffres. Pas moins de 4 femmes meurent tous les jours pour cause de fistules obstétricales. L'infection est devenue une question de santé publique avec plus de 400 cas décelés par an. En prélude à la journée mondiale consacrée à l'élimination de la fistule et célébrée le 23 mai prochain, le comité d'organisation a plaidé en faveur d'un personnel médical plus qualifié. Compte rendu de la conférence de presse signée Mambiram Diouf et Mardia. Des femmes meurent en couche parce qu'atteintes de fistules obstétricales, entraînant souvent la perte de leur bébé. D'autres subissent l'exclusion sociale, divorce, perte d'emploi. L'urologue, le professeur Serigne Magaye explique. Chaque fois qu'une femme meurt en couche, 16 à 20 femmes ont des complications et parmi ces complications, il y a la fistule. Donc si nous faisons que les femmes ne meurent plus en couche, ces femmes probablement n'auront plus de complications en donnant la vie et en ce moment on va faire disparaître les fistules. Une jeune fille qui accouche un bébé ne pourrait pas arriver à son potentiel. Une jeune fille qui est victime des fistules ne pourrait jamais développer comme il faut. Avec une prévalence qui reste élevée, plus de 400 nouveaux cas attendus chaque année au Sénégal, l'élimination de la fistule obstétricale, véritable problème de santé publique, est possible selon ces acteurs qui ont uni leurs forces et qui misent surtout sur la prévention. La femme doit aller à la rencontre de personnes qualifiées. Mais pour cela, il faudrait aussi que cette femme ait la possibilité de le faire. Le docteur Labou a parlé tout à l'heure des 3 retards. Le retard à la prise de décision. Qui prend la décision de permettre à la femme d'aller là où elle doit être suivie? Et aussi éviter le mariage des enfants, les mariages précoces, ça c'est extrêmement important. Éviter les différentes pratiques néfastes aux femmes, en particulier les mutilations génitales qui sont parfois très sévères, qui ne se limitent pas seulement à couper un bout de chair, mais qui parfois même ferment le passage. Mettre un terme à l'inégalité d'accès aux soins de santé maternelle, la formation des chirurgiens, gynécologues, urologues et la présence de sages-femmes qualifiées sont autant de défis à relever. Les acteurs se sont donné rendez-vous le 23 mai prochain à l'hôpital général Grand Yoff où se tiendra la cérémonie officielle visant l'élimination de la fistule obstétricale. Et au cours de ce point de presse, le professeur Serigne Magaye a tenu à préciser que le traitement de la fistule était gratuit. Les coûts de la chirurgie, qui peuvent aller jusqu'à 300 000 francs CFA, sont supportés par le ministère de la Santé et ses partenaires. Je vous propose de l'écouter à nouveau, toujours au micro de Mambiram Diouf. Toutes les femmes qui sont porteuses de fistules, qui se présentent dans n'importe quel hôpital du Sénégal et dans l'hôpital général de Grand Yoff peuvent être opérées sans bourse de lit. Des forfaits ont été étudiés pour les hôpitaux des régions et pour l'hôpital de Grand Yoff, où d'ailleurs les fistules sont les seuls cas de femmes ici opérées sans que l'on ne parle de quoi. Dès qu'une femme arrive fistule, on dit fistule, le lendemain on peut la mettre au bloc opératoire. Et je crois que c'est quelque chose qui a été retenu avec le ministère de la Santé depuis de longues années. Et tous les directeurs qui se sont suivis ont respecté cette clause. Le docteur Labou l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on dit c'est gratuit, c'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye. Et nous avons l'avantage au Sénégal, sous l'égide du ministère de la Santé et de ses partenaires, au premier rang desquels le Fonds des Nations Unies pour la population, mais aussi d'autres partenaires comme AMREF et autres, de pouvoir vraiment prendre en charge les femmes sans aucune difficulté.
Une information qui va certainement plaire aux promoteurs immobiliers et futurs propriétaires. Ça y est, c'est fait. La première phase de dématérialisation du permis de construire a été bouclée par le ministère du Renouveau urbain. Désormais, il y aura beaucoup plus de célérité dans la délivrance du sésame. Une initiative qui agrée la direction de l'urbanisme qui est en charge de réaliser de nombreux chantiers dans la banlieue et sur toute l'étendue du territoire. Les différents acteurs qui ont réussi à obtenir ces acquis s'attaquent désormais au cadre législatif et réglementaire. Un atelier de partage les a réunis. État et représentants des collectivités locales, c'était en présence de Maïmouna Ndiaye, compte rendu. Autour d'une table, une ambition commune, rendre plus accessible le foncier aménagé, des procédures à écourter, des terres à exploiter d'ici 2035. Quand vous avez un projet, vous avez forcément besoin de l'urbanisme. Et c'est une information qui est déjà réglementée, c'est des lois, c'est des décrets, c'est des règles que nous n'avons pas inventées, qui existent, qui sont disponibles partout. Mais malheureusement, il y a un problème, disons, de vulgarisation de cette information-là. Moi-même, il y a des hauts responsables qui m'appellent pour me dire, j'ai un projet d'habitat, comment est-ce que je vais faire pour déposer mon autorisation de construire? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème d'information. Et c'est ce déficit d'information-là que nous voulons combler. Il y a aussi un problème de compréhension. Un vaste programme, architecte, géomètre, maire, entre autres cibles. Beaucoup de moyens à déployer. La dématérialisation donc, des documents d'urbanisme a commencé par le permis de construire. Une première phase a été faite. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase. La zone pilote, c'est la région de Dakar. Aujourd'hui, dans la région de Dakar, en principe, il y a une dématérialisation complète, disons, de la procédure d'obtention de l'autorisation de construire. Les zones irrégulières et les bidonvilles font aussi partie du programme. Il y a à peu près 8000 hectares, il y en a même peut-être plus à aménager dans le cadre de cette restructuration-là. Plus de 400 milliards d'investissements réalisables en partenariat public-privé. Ces acteurs de l'urbanisme ambitionnent de boucler l'ensemble de ces programmes, une manière pour eux d'offrir aux usagers un service public mieux adapté. Et direction le sud du Sénégal pour parler de l'État qui est au côté des populations du Fogny pour les accompagner dans leur volonté d'entreprendre. La première foire agricole de cette localité traditionnelle de la région de Ziguinchor a vécu. C'est le sous-préfet de Sindian en personne qui a procédé à l'ouverture de la cérémonie au nom du chef de l'État. Une correspondance signée Boubacar Diassi. Un sous-préfet visitant des stands tout en encourageant leurs occupants, c'est le symbole d'un État qui accompagne les populations dans le Fogny, dans la région de Ziguinchor. Des populations qui ont décidé de prendre en main leur propre destin économique. Notre présence se justifie par le fait que nous avions voulu l'accompagner dans sa mise en œuvre. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les produits exposés sont essentiellement des produits agricoles. Cela permet à la population de pouvoir disposer des produits sans pour autant faire de longues distances. L'objectif de cette foire agricole, première du genre dans cette partie du pays, est bien défini. Construire la paix à partir du développement des activités économiques. Ce n'est pas seulement des échanges commerciaux, c'est également des brassages, tout facteur qui contribue à réaliser la cohésion sociale. Construire une paix durable dans le Fogny à travers le développement des moyens de subsistance, réduire la pauvreté parce qu'on ne peut pas parler de paix tant qu'on ne booste pas l'économie de la zone. Cette foire agricole marque le début d'un processus de développement du Fogny, une localité qui a beaucoup souffert de la crise en Casamance. Allez, parlons culture à présent. L'artiste Baba Mal lance un nouveau single pour lutter contre l'excision et la non-scolarisation des filles. Cri de cœur, c'est l'intitulé de la chanson réalisée en partenariat avec le UNFPA. Le lead vocal du Dandé Légnol espère avec ce single conscientiser les populations afin d'enrayer ces fléaux. Mamadou Fall. Cri de cœur, un nouveau single lancé par El Hadji Baba Mal pour apporter sa pierre à la construction nationale. Une chanson qui sensibilise parents et enfants sur les conséquences néfastes de l'excision et de la non-scolarisation des filles. Nous, à notre niveau en tant que musiciens, nous avons jugé nécessaire d'écrire une chanson, de poser la chanson et son contenu
entre les composantes de notre société pour voir en face ce problème et essayer de trouver des solutions. Baba Mal, 5e champion de l'UNFPI en collaboration avec la dite structure, compte éradiquer ces fléaux. C'est aux parents, c'est à l'administration, c'est au gouvernement, c'est à toute la société de s'asseoir, de voir ce problème en face et de trouver des solutions. Les parents sont des personnes à être respectées. C'est des gardiens de notre tradition. Les enfants, on a beaucoup d'espoir en eux. Ces enfants doivent mériter, par exemple, cet espoir. Mais tout cela pour arriver à la finalité, l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Une chanson appréciée par ses partenaires. Monsieur Baba Mal, non seulement il le chante, mais il le croit. Il parle de son cœur. Donc c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait passer des messages. Toutefois, l'organisation américaine reconnaît que de nombreux efforts ont été consentis pour cette cause, mais il reste beaucoup de choses à faire. Ce jeudi 19 mai marque le démarrage officiel des inscriptions à la Mutuelle nationale des acteurs culturels, une initiative conjointe des ministères de la Santé et de la Culture pour assurer la prise en charge des artistes. Babacar Diouf et PCA de la Mutuelle de santé des acteurs culturels. Il revient sur l'importance de cette initiative au micro de notre reporter Ibou Diouf. Nous sommes partis d'un contexte où la plupart des Sénégalais s'étaient indignés de situations que nous vivions en voyant l'état d'indigence de certains artistes en fin de carrière qui nous ont quittés dans des conditions qui étaient déplorables. Il y a eu des tentatives de mise en place de structures mutualistes, mais ça n'aboutissait pas. Mais pour cette fois-ci, grâce au soutien des deux ministères, Culture et Santé, les acteurs culturels ont effectivement pu mettre en place une mutuelle nationale et qui va assurer la protection sanitaire des acteurs culturels et de leurs familles en supportant 80% des charges, que ce soit pour les consultations, que ce soit pour les médicaments, pour l'hospitalisation, mais pourvu simplement qu'on respecte la pyramide, c'est-à-dire qu'on parte de la base vers le sommet, du poste de santé à l'hôpital. Et cette couverture est élargie à toutes les catégories socio-professionnelles du Sénégal. Parlons conso avec cette actualité qui a semé un peu la panique dans le monde de la consommation. Trafic clandestin de viande prohibée, je vous l'annonçais en titre, le chef du service régional de l'élevage dément l'information selon laquelle la viande d'âne serait en circulation sur les marchés de la capitale. Par ailleurs, l'association des bouchers de Dakar, elle, s'engage à mettre en place un comité de veille en partenariat avec les services de contrôle. L'association des bouchers était en conférence de presse. Dissa Prera y a assisté, compte rendu. Il n'y a aucun kilogramme de viande d'âne dans les 28 marchés du département de Dakar. L'assertion est du chef du service régional de l'élevage qui se veut rassurant. On s'est posé des questions par rapport à la différence qui équivaut à peut-être 35 tonnes dont on ne sait pas quelle a été la destination de cette viande-là. Bon, c'est pourquoi on a évoqué le risque de circulation de la viande. Bon, pas seulement à Dakar, mais dans tout le Sénégal. Mais ce qu'on peut assurer, c'est que cette viande n'est pas entrée dans les 28 marchés de Dakar, vu que les bouchers abattants d'État et Dakar sont très bien organisés. L'abattage des ânes n'est pas un phénomène nouveau, mais cela a pris des proportions inquiétantes. Pour barrer la route à l'abattage clandestin, les bouchers s'organisent. Aujourd'hui, les délégués surveillent la viande exposée dans tous les marchés. Si jamais il y a quelque chose de suspect, un numéro vert est mis à la disposition. Si jamais il y a quelque chose de suspect, un numéro vert est mis à leur disposition pour dénoncer. De la vigilance dans les marchés, mais aussi dans les quartiers où s'implantent souvent des boucheries anarchiques, les spécialistes de la viande appellent la population à redoubler d'attention. Nous lançons un appel à tous les délégués du Sénégal
tous les délégués des marchés et des délégués des quartiers. Être vigilants. Créer des comités, des charges et être vigilants pour tous les laviandes qu'on a de vente dans l'autre local. Chaque matin, aller vérifier ça. Si on trouve un laviande qu'on n'est pas tamponné, on doit appeler toutes les autorités compétentes. Il n'y a pas encore de la viande d'âne sur les étals des bouchers, mais le risque est toujours présent selon le chef de service régional de l'élevage, un service qui compte 4 contrôleurs pour tout le département de Dakar. La page espoir que nous ouvrons tout de suite avec Nyari Tali qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. NGB a sorti Medina FC, un club de division régionale, sur le score de 3-2. Un fait notable, le gardien Pape Seydou Ndiaye, sélectionné par Aliou Cissé, est sorti sur blessure. Compte rendu signé Chartidiane Diao. Des forces déséquilibrées sur le papier entre NGB, équipe de Ligue 1, et Medina FC, équipe de division régionale. Mais l'affiche a tenu toutes ses promesses. Les Médinois, bien que défaits 3-2, ont chèrement vendu leur peau. Je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs. En regardant le match sans nettement, dans le jeu, on n'est pas diminué. Franchement, l'équipe n'est pas ridicule. Les gosses ont joué, mais il y a un manque d'expérience. On a pris le but qu'on a pris, c'est des buts vraiment que je déplore. Surtout le 3e but que le gardien a pris. Jouer avec l'équipe de Ligue 1 et mettre 2 buts, c'est pas évident. Nyari Tali, qui s'est fait peur après avoir mené 2-0, a été coupable d'un relâchement. Un match qu'on peut remporter à 4-0, 5-0, voire même avec un score fleuve. Mais à des moments charnières, nous avons raté le coach. C'est-à-dire, en deuxième mi-temps, on arrive, on a à la limite été cueillis à froid, ils mettent un but. Malgré tout, on met le ballon, on met le tissu sur le métier et on marque un 3e but. Sur ce, on a un penalty pour mettre le 4e but, pour couper court à toute velléité de la part de l'adversaire. Malheureusement, le proposé se débine et un autre tire le penalty qu'il rate. Une frayeur pour le gardien Pape Seydou Ndiaye, sélectionné par Aliou Cissé en équipe nationale. Il est sorti sur blessure. Ce n'est pas grand-chose, c'est juste une petite blessure. J'ai pris le temps de sortir pour ne pas l'aggraver, mais actuellement je me sens très bien. NGB, en lutte pour le titre, peut rêver d'un doublé retentissant Coupe Championnat. Et NGB qui devra faire sans son gardien de but pour le sprint final du championnat. En effet, Pape Seydou Ndiaye, que vous venez de voir sur ces images, a été sélectionné par Aliou Cissé pour le match Rwanda-Sénégal et Burundi-Sénégal. L'entraîneur de Nyari Tali est conscient du problème, mais il dit privilégier l'intérêt de la nation. L'entraîneur Lamine Dieng, que je vous propose d'écouter à nouveau au micro de Chartidiane Diao et Younous Diatta. C'est une excellente chose pour lui et pour l'équipe. Pour l'équipe, on lui souhaite bon vent. Nous allons essayer de faire que son absence ne pèse pas sur l'équipe. C'est-à-dire en étant beaucoup plus, comme nous l'avons été ces derniers temps, en étant beaucoup plus robuste, rigoureux en défense. Si on continue à jouer comme fait, si on marque beaucoup de buts devant, derrière, même si on encaisse plus que l'adversaire, si on marque plus que l'adversaire, on encaisse moins que l'adversaire, on va gagner. Allez, des gazons verts, nous fonçons sur les parquets. Quart de finale, Coupe du Sénégal chez les dames. Duc a gagné l'ASFO par 73-55, un match dominé de bout en bout par les Duchesses. Les joueuses de l'ASFO étaient très énervées, nous dit-on. Même leur coach aurait été disqualifié. Le coach qui assure par ailleurs qu'il faut des rectificatifs pour bien aborder les playoffs, Pape Faraning. Les Duchesses passent devant l'AS Fonctionnaire 73-55. Elles ont gagné tous les cartons. Même si l'écart est de 18 points, le match n'était pas du tout facile. Parce qu'il n'y a pas de match facile. On a joué un match même difficile. On a défendu pour pouvoir gagner. Il n'y a pas de match facile à ce niveau. On pouvait marquer plus.
on a raté trop de paniers faciles, il y a beaucoup de choses à régler. D'accord, certes c'est un peu difficile avec l'équipe que nous avons actuellement, hein, avec les manquantes et le manque de moyens. Au moins, si on ne peut pas dire gagner le match, mais au moins quand même par rapport au match précédent, de diminuer les écarts, quoi. Donc déjà c'était ça le but recherché, quoi. Le head coach d'Asfo disqualifié, le staff technique estime que l'arbitrage doit être amélioré. Donc eux, ils se connaissent, donc ils n'ont qu'à revoir leur façon de faire, parce qu'aujourd'hui mon head coach a été disqualifié. Bon, sur des détails. De toute façon, les arbitres vraiment ont du pain sur la planche parce qu'ils croyaient que peut-être l'ASSO est une petite équipe. Ouais, c'est une petite équipe de nom. Mais nous, coach, on a su vraiment travailler pour avoir quand même le fond de jeu que nous avons aujourd'hui. Malgré une victoire, le coach du Duc Mborika Fall estime que des rectificatifs s'imposent avant d'aborder les playoffs. Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses à revoir. Et dès demain, on va essayer de corriger beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on a joué contre Asso Coupe, mais à partir de la semaine prochaine, ce sont les playoffs. Et il y a des matchs qu'on doit automatiquement gagner, donc on doit être fraîche. Ainsi, Duc passe en demi-finale de la Coupe du Sénégal et reste invincible, toute compétition confondue. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je m'en vais passer le témoin à Bouba pour la suite des programmes. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah, et nous serons très heureux de te retrouver dès lundi pour l'information sur la télévision Futur Média. L'info qui continue avec l'invité du 20h de la rédaction, c'est juste après ceci.